Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Effectivement, voilà, on va parler du Tour de France et de cette étape à Otakam. Voilà, c'était l'étape tant attendue, la première étape de montagne, une étape spectaculaire avec un show de nos Français, avec un show également de Tadej Pogačar qui, on peut le dire, va assommer le Tour de France aujourd'hui. Il l'a matraqué dans tous les sens et on va analyser cette étape ensemble et puis également parler des étapes à venir. Voilà, désolé, je suis encore un petit peu sous le choc de ce que j'ai vu aujourd'hui, des watts qui ont été développés, mais je pense que c'est la même chose que mon compagnon aujourd'hui. C'est Adri qui est de retour, on n'avait pas encore entendu depuis le début du Tour de France. Comment ça va, Adri? Est-ce que t'as pas trop été estomaqué par ce que t'as vu là? Salut Titien, déjà je suis très content d'être de retour, hein. J'avais fait l'émission il y a un Alors, on est mois content de pour t'avoir, parler hein. des favoris, où j'avais dit que Pogačar allait éclater Vingegaard. Bah voilà, je reviens et Pogačar éclate Vingegaard, donc je suis pas tellement surpris. Je pensais quand même pas qu'il allait lui mettre 2 minutes, même s'il avait montré voilà il avait laissé beaucoup d'indices où on pouvait penser qu'il allait être bien plus fort que le Danois. Voilà, c'est bon. Après moi je préfère Pogačar à Vingegaard, donc si tu veux, je suis pas forcément mécontent, mais quand même je pensais pas qu'il allait l'assommer à ce point-là, surtout après la petite mésaventure qu'il a eue hier. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ouais, tout à fait. Petit rappel, hein, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait toujours très plaisir. On a l'objectif d'atteindre les 4000 abonnés. On espère, Adrien, les avoir avant la fin du Tour de France. On est quoi, à 4000, à Et... 3800 quelque chose. Donc voilà, on n'est Ouais, pas on si loin de peut. l'objectif. Nous aussi, chez Radio Fringale, on va peut-être pas aussi vite que Pogacar, mais le podcast progresse bien. C'est grâce à vous. Donc voilà, on est super content. Et puis évidemment, hein, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça nous aidera beaucoup pour le référencement. Et Euh, petite précision oui, aussi, que d'habitude on fait des lives, effectivement, pour débriefer les étapes. Là, on n'a pas pu pour différentes questions logistiques, mais voilà, du coup, c'est pour ça qu'on vous propose l'émission comme ça, enregistrée, mais on va très vite revenir en live, bien évidemment. oui, tout à fait, hein. Dès normalement dimanche, on pourra vous proposer un nouveau live. Vous pourrez de nouveau vous affronter au Fringale Quiz. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de fringalaises jusqu'à la fin du Tour de France. Revenons-en à nos super champions. Voilà, Adri, on l'avait dit, c'était un tour particulier avec la haute montagne qui arrivait seulement au milieu de la deuxième semaine. Pour autant, on a eu 12 premiers jours qui étaient très très difficiles. En témoigne, hein. Alors on va passer vite sur l'étape d'hier, mais je pense qu'on a vécu une des plus belles étapes depuis longtemps sur le Tour en direction de Toulouse. Ça a pas débranché. Et voilà, première étape de montagne, on avait vu des choses dans les côtes par-ci par-là. On s'était dit Vingegaard, il arrive à suivre Pogačar. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis voilà, le Tour de France a cette magie également sur la première étape de montagne, comme on l'a eu avec de nombreux champions qui ont posé leurs pattes. Et Pogačar a fait de même. Pogačar nous a fait redescendre sur terre aujourd'hui. Et Pogačar, on peut le dire, a assommé très très fort à la fois le Tour de France et tous ses suiveurs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Déjà juste avant, j'aimerais bien parler de l'étape d'hier, parce que du coup, pour moi, une petite influence aussi sur ce qui a pu se passer aujourd'hui, et peut-être sur certains choix stratégiques. Comme tu l'as dit, hein, c'était une étape complètement folle hier. Ça a pas débranché. Il roule Ah, enfin, c'était je crois incroyable. enfin, au début de course, c'était à plus de 52 à l'heure. Franchement, c'était dingue. Et on a eu ce scénario assez original quand même, des 5 échappés de devant, avec un groupe de contre de 5 derrière, qui était quand même méga costaud, parce on avait Simons, Van Der Poel, Dely, Van Aert et c'était qui, Axel Laurence, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc tu te dis, sur le papier, le groupe de 5 derrière est quand même beaucoup plus costaud que les gars de devant. Et devant, ça s'est super bien entendu, ça roulait sans compter ses coups de pédale. Et finalement, moi j'étais content pour eux qui puissent aller au bout, qui est deux gars qui puissent se jouer la victoire, hein, Abrahamsen et Mauro Schmidt.
Parce que ils ont vraiment super bien couru, ils sont pas posés 40 questions et je pense que derrière ça comptait quand même un petit peu ces coups de pédale et moi je pensais que je pense que Van Der Poel a peut-être un peu trop attendu, un peu trop compté ses coups de pédale pour vraiment mettre l'attaque à peine trop tard et il vient parce qu'il était quand même méga costaud, il vient mourir pas loin de la victoire. Mais ouais, moi j'aime bien ces étapes où ça court un peu comme, comme des classiques et il faut être à la fois malin et costaud dans le final et c'est toujours sur le Tour de France des échappées où il y a du palmarès au mètre carré donc ça fait plaisir. Toi, je sais pas comment t'as vécu un petit peu ce final. Oh, t'as tout dit. Bah, après, j'aurais bien aimé une victoire de Mathieu Van Der Poel, mais voilà, je pense qu'il a un petit peu couru contre nature. Et voilà, ça lui a joué un peu des tours. Je pense que s'il attaquait, tu vois, dans l'avant-dernière côte, là, celle de Vieille Toulouse, à mon avis, vu là, ce qu'il a montré dans le final, il était quand même très fort. Ça, il Bah, aurait plus il été pourrait en. suivre Simons. En fait, moi, je me suis Ouais. dit, ah tiens, il peut pas suivre Simons. Du coup, il est peut-être pas ouf aujourd'hui. Ouais, mais tu sais ce qui s'est passé, c'est que Van Der Poel et Van Aert étaient dans la même échappée. Et comme d'habitude, comme de nombreuses fois dans leur carrière, je serais pas étonné que ce soit un peu reniflé en disant, oula, enfin voilà, il faut pas que je termine derrière lui. Attention, moi je me concentre sur lui, etc. On le sait, hein, quand Van Der Poel et Van Aert sont dans une échappée ensemble, c'est rarement un des deux qui gagne. On l'avait vu sur plusieurs courses, même C'est sur vrai. des classiques. Donc moi ça m'a pas étonné. Mais oui effectivement. Et après il faut pas minimiser ce qu'ont fait les deux de devant. Ah Ils non, étaient quand c'était même ultra monstrueux. costauds parce que à Ouais, part Van Der Poel derrière, tous les autres qui étaient dans le groupe de derrière, ouais. ils ont fini à près de 40 secondes. Donc Mm, non voilà, mm. c'était pour résumer, c'est une des plus belles étapes du Tour que j'ai vues. Ouais, Je ouais. peux pas dire que c'était la plus belle parce qu'il manquait un petit peu l'impact sur le classement général. Peut-être qu'un Granon, tu vois, ça m'a plus marqué, mais quand même, enfin, moi j'ai pas pu décrocher quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'être sur une Ouais, super classique. suspense. Voilà, Mm. donc c'était juste incroyable. Ouais, ouais, non, c'est clair, super suspense. Et puis bon, on a vu, ouais, derrière, c'est vrai que les favoris, ça s'est pas trop bastonné. Et puis bah, il y a l'autre élément marquant, c'est la chute de Pogacar hein, qui se prend un petit tacle glissé de la part de Johansen, bien involontaire, bien évidemment. Il s'en sort quand même hyper bien sur la chute quand il tombe parce que il arrive un peu plus vite ou il est un peu plus sur le côté, il se prend le trottoir, le tour est fini. Donc il s'en sort bien et puis bah il y a ce petit fait de course derrière où les autres favoris décident de l'attendre. Alors on a lu plein de trucs, oui c'est bien, c'est pas bien, machin. Euh, je veux bien ton avis avant de donner le mien sur ce point-là. Oh, c'est compliqué. On peut saluer le geste. Après, en fait, pour moi, la chute de Pogacar, elle est autant due à lui-même que. Alors, Johansen, il fait un écart, mais Pogacar, il a sa main dans l'oreillette, il est à la radio à ce moment-là, donc je pense qu'il était un peu déconcentré. Euh, j'ai envie de dire que c'est très compliqué en fait comme d'avoir un avis assez tranché. Moi, ce que je pense, c'est que si c'est pas Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard, ça s'arrête pas. Si c'est un Primoz Roglic, si c'est un Lipovic, si c'est un Kevin Vauquelin, ça s'arrête pas. Donc voilà, on sent quand même que qu'il y a des coureurs qui pèsent plus que d'autres dans le peloton. Ça m'a fait un peu penser à, franchement, ça m'a vraiment fait penser à Luzardiden 2003 là, quand Ulrich, Mhm. Hamilton, tout ça, ils disent attendez, on attend le boss, le patron du peloton. Donc voilà, après, ça me choque pas dans le côté fair play. Après, en aucun cas, j'en aurais voulu aux coureurs s'ils avaient. Alors, s'ils avaient roulé comme des dératés pour en profiter, j'aurais trouvé ça un peu gênant. Par contre, si la course était lancée, ça roulait, etc. Donc, si ça avait continué sur le même rythme jusqu'à la ligne d'arrivée, ça m'aurait pas gêné. Donc, j'ai envie de dire que pour moi, ça reste un fait de course qui change pas grand chose. Mais on sent quand même que voilà, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans le peloton et qu'il y a une certaine emprise, je pense, de Tadej Pogacar. Mais bon, Mhm. enfin voilà, il a gagné tellement de courses que c'est normal aussi. Et voilà. Donc, pas choqué, mais j'aurais pas été choqué dans le sens contraire où ça aurait pas attendu et ça serait fait la bagarre jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais, ça a un peu toujours été comme ça dans un peloton. Il y a toujours des gars, c'est plus ou moins les patrons, et ça se retrouve depuis qu'il y a des courses. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Si c'est pas Pogacar, Vingegaard, je pense qu'il l'aurait attendu, mais voilà, c'est parce que c'est Pogacar qui l'a attendu. Après, il y a une
je trouve qu'il y a une différence entre là il tombe, c'est quand même pas c'est quand même pas trop de sa faute. C'est un moment où il allait y avoir peut-être il y avait quelques attaques entre les favoris, mais il y allait pas avoir de différence au final. En gros, tout était joué à partir du moment où on était après la descente. Je trouve ça différent. Par exemple, Pogačar qui chute à Paris-Roubaix, où là c'est une erreur. Il est un peu poussé à la faute, il est un peu cramé, et puis Van Der Poel en profite. Et là pour moi c'est logique. Donc je trouve que voilà, c'est un type de chute qui est un peu différente. Après, je pense pas non plus que Remco et Vingegaard ils sont au courant de comment Pogačar est tombé. Je pense que c'est juste le moment un peu de flottement de la course comme ça. Mais voilà, après c'est vrai que c'est assez dur de... Enfin, c'est pas trop tranchable et puis ça dépend beaucoup du coureur. Ouais, tout à fait. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur cette étape et du coup, voilà. Du coup, la question hier soir, c'était visiblement ça allait, mais comment est-ce que Pogačar aurait récupéré de sa chute? Ouais. Alors après, moi, peut-être, je faisais partie de ceux qui pensaient que ça allait pas changer grand-chose. La chute aurait pu être très grave. Elle a été assez violente, sans être toutefois aussi violente que ça. Il avait le bras bien écorché, mais il avait été rassurant à l'arrivée. Rien n'était cassé, etc. Bon, sur l'Estrade Bianche, il fait une chute bien pire, je trouve, et bon, ça l'a pas empêché d'aller gagner. Donc, moi, je faisais pas partie de ceux qui me disaient que ça allait être impactant pour lui, en tout cas. Donc, voilà. Mais on a vite vu aujourd'hui que ça allait pas l'être. Hein, quand tu vois Nils Politt qui roule assez rapidement pour maintenir l'échappée à quoi, à 1 minute 30, 2 minutes grand maximum. Moi, j'ai vite compris. C'était l'échappée ou le peloton devant? On sait pas, mais entre ceux qui voulaient jouer l'étape, ceux qui voulaient jouer le maillot à pois et ceux qui voulaient simplement aller prendre de l'avance avant de se faire rattraper, voilà, dans les premiers contreforts. Et le sprint intermédiaire aussi. Et voilà, et un coureur comme Van Der Poel par exemple qui est parti faire le sprint intermédiaire. Bon, on a vite compris, honnêtement, que cette échappée, elle irait pas au bout. Hein. Ça a jamais pris plus de 2 minutes. Oui, de toute façon, déjà quand tu as énormément de coureurs comme ça, tu prends jamais beaucoup de temps. Et puis voilà, c'est le problème, c'était aussi que Pogačar, il avait surtout pointé cette étape. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, il s'est fait lâcher par Wout van Aert. Ça paraît assez invraisemblable de dire ça aujourd'hui, mais Van Aert l'a lâché dans la montée d'Otakam et Vingegaard l'avait éclaté justement. Donc il y avait un sentiment de revanche et je pense qu'il voulait aussi marquer très très fort les esprits pour la première journée en montagne, en haute montagne, parce qu'on l'a quand même attendu, hein, cette première journée, avec un col première et un col hors catégorie. Donc ouais, c'est ça aussi sa façon de courir et de courir en patron, c'est qu'il y a des étapes, clairement, il dit c'est pour moi et je gagne et ses coéquipiers ils roulent pour ça. Donc là, ouais, l'échappée a été vite contenue. Ouais, c'est ça. Et puis du coup voilà, bon, je pense qu'on va directement, on reparlera un peu de ceux qui ont brillé, et notamment Bruno Armire qui a été excellent. Mais moi j'aimerais qu'on se concentre d'abord sur la bagarre pour le maillot jaune. On a vu les Visma attaquer très très fort le col du Soulor. On a d'ailleurs vu, on en reparlera après, Remco être vite distancé. Et puis ils ont peut-être attaqué trop fort parce que ils ont vite fait péter tout le monde. Ils ont vite fait péter également Matteo Jorgensen. Et Sepp Kuss qui était en difficulté, il n'y avait plus que Simon Yates. On a senti que ça, voilà. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi dans le Soulor il voulait absolument. Enfin, une fois que tu vois que Jorgensen il est en difficulté, j'ai envie de dire, je sais pas ce qu'il voulait faire du coup, mais ça servait à rien de l'attendre. Donc, soit c'est parce que Vingegaard a demandé également à ce que ça ralentisse parce que ça allait trop vite. Voilà, en tout cas, j'ai pas tout compris au plan de la Visma sur cette étape, puisqu'il nous parle d'un fameux plan depuis maintenant 10 jours depuis le départ. Je sais pas tellement en quoi il consistait, mais peut-être que maintenant on le saura jamais. Toujours est-il que finalement, il y a un groupe d'une grosse dizaine de coureurs qui s'est pointé en haut du Soulor et puis des borders avec encore 3-4 équipiers Visma, et je crois qu'il restait Adam Yates
Et Narvaez, le grimpeur, le Narvaez, on en reparlera pour Poggi dans le groupe des favoris. Et intelligemment, ils avaient mis Tim Wellens devant, qui d'ailleurs a été, bah voilà, Visma met Tish Benoît devant, UAE met Tim Wellens devant. À la fin des deux cols, bah, il reste Tim Wellens devant et Tish Benoît, il a disparu depuis bien longtemps. Donc on a quand même vu, enfin moi, ça m'a conforté dans l'idée que les UAE me semblaient assez sereins et qu'ils me semblaient très très forts, contrairement à ce qu'on avait pu dire avant, ou comme quoi la Visma serait supérieure en montagne. Moi, j'ai trouvé l'équipe plutôt sereine aujourd'hui et quand même très très costaud versus des Visma qui sont un petit peu allés dans tous les sens, j'ai l'impression. Et puis, bah voilà, hein, au pied de la montée finale, franchement, alors j'ai pas envie de faire des analogies avec Armstrong tout le temps, mais ça me rappelle un peu, je sais pas si tu te souviens du Tour de France 2001 où sur l'étape de l'Alpe d'Huez, Armstrong, il est en fond de groupe, il fait semblant un petit peu qu'il est pas top. C'est là où il bluffe Voilà, il Ulrich. lui reste que Roubiera Ouais, avec lui au pied du col, tandis que Ulrich il met toute son équipe à contribution, quitte à les faire exploser un à un. Et puis bah, au pied du col de l'Alpe d'Huez, Roubiera il met une accélération de fou furieux avec Armstrong dans la roue, et puis derrière tout le monde explose. Bah là c'était un peu pareil, voilà. Finalement, les Visma ils se sont tous fait exploser. Pogacar il a gardé le dynamiteur Narvaez en réserve. Narvaez il lui a suffi de faire un relais quoi assassin, mais fou furieux de 300 mètres, et puis. Pogacar est parti, donc plutôt intelligent de la part de la UAE. Je pense que tout ça c'était bien au programme, cette accélération terrible de Narvaez. Et puis derrière, Pogacar il s'est vite détaché de Vingegaard. On a eu peut-être quoi 2 minutes de flottement. On s'est dit le tien à 10 secondes. Et puis ensuite, voilà, il était impressionnant. T'as des Pogacar sur son style assis sur la selle, tout puissant. Voilà, il a creusé des écarts. On va dire monstrueux quand même face à la concurrence. Il a vraiment assommé le tour et ouais, voilà, je pense que là il a mis le moral dans les chaussettes de tous ses adversaires, surtout de Vingegaard qui était peut-être le seul à se dire qu'il pouvait le suivre. En tout cas, enfin, j'ai envie de dire que je pense qu'on est tous d'accord qu'au soir de cette étape, on voit mal Tadej Pogacar ne pas gagner ce Tour de France 2025. Ah bah ce serait difficile de penser l'inverse effectivement. Euh, ouais, par rapport à la stratégie des équipes, en fait oui, pour le coup, bon, c'est facile de le dire après, mais Visma a vraiment mâché le travail à UAE. Ah ouais, ouais, ils ont roulé pour eux. Ça a vraiment permis. Ouais, ils avaient 3 équipiers en plus UAE aujourd'hui, parce que d'ailleurs c'est Visma, enfin ils roulent, c'est eux qui font péter Jorgensen. Enfin il y a parce que peut-être si la Visma roule pas, peut-être que UAE roule à peine moins vite, ou c'est un peu différent. Et Jorgensen, il saute pas pareil. Après, bon, il avait quand même pas l'air hyper bien. Moi, je suis surtout surpris de l'équipe Visma, que même si je pensais que UAE avait un meilleur collectif quand même, avec Almeida. Donc pour moi, sans Almeida, ça rééquilibrait quand même beaucoup les forces. Ouais, je suis déçu. Bah voilà, Jorgensen, il passe à côté. Sepkus lâché très tôt également. Bon, Simon Yates, voilà, ils l'ont utilisé en roulant, mais finalement c'était peut-être un peu tôt, même si on voit qu'il est, bah voilà, après son Giro, il est pas extraordinaire. Donc, donc ouais, forcément, UAE, après, bah, ils avaient encore un peu de monde pour rouler comme il fallait. On voit que voilà, ils ont récupéré Wellens de devant, qui a passé un gros bout de relais pour réduire l'écart avec devant. Et puis, Adam Yates, ça n'a pas servi à grand chose parce que le plan était vraiment visiblement de Pogacar attaque très tôt. Donc en fait, Narvaez, il a utilisé ses qualités de puncher pour le lancer. Et quand on voit à quel point comme il accélère et que tu vois qu'il n'y a plus que les deux fous dans la roue et que derrière c'est vraiment, enfin c'est loin, les gars ils cherchent même, en fait maintenant les gars ils cherchent même plus à comprendre, à faire quoi que ce soit, ils font leur course derrière. Et là même Pogacar enfin c'est Narvaez qui fait sauter Vingegaard, parce que quand l'équatorien il s'écarte, le Danois il commence à laisser 1 ou 2 mètres. Et ouais, je pense que Pogacar a un petit peu joué quand même avec lui au début en y allant, parce que j'ai pas l'impression que Vingegaard il se mette vraiment dans le rouge. Quand on voit là, il termine l'étape à 2010. Quand on voit l'évolution de l'écart, en fait, c'est hyper régulier sur toute la montée. Depuis, voilà, tu prends 2-3 minutes après qu'il est attaqué. Il y a vraiment la différence vraiment entre les deux. Donc, ils ont un peu monté sur voilà, je pense qu'ils reprenaient à chaque fois le même nombre de secondes par kilomètre. Mais ouais, en tout cas, bah forcément, comment est-ce qu'on peut pas être
être impressionné et se dire que le tour est plié, sauf accident. Parce que bon, voilà, on peut toujours se dire le coup de machin, Pogačar, il aura une fringale. Enfin, moi, je le répète une fois de plus ici, on n'est pas sur le Pogačar de 2022 ou de 2023. Quand on voit la saison qu'il a pu réaliser l'année dernière, en fait, il est encore bien meilleur. Euh, il est encore bien meilleur qu'à cette époque-là, donc forcément, c'est difficile. Euh, voilà, et puis bah, la course de Vingegaard, bah, en fait, il est coincé, lui, parce qu'il peut pas faire grand-chose d'autre. Euh, je pense que c'est pas dans le tempérament et dans l'idée de se dire, bah, on laisse Pogačar attaquer, puis moi je fais la course avec les autres, parce qu'il est là pour gagner. Mais d'un autre côté, c'est juste impossible qu'il arrive à le suivre. Et là, vu la différence de niveau sur la montée aujourd'hui, je vois pas comment en 10 jours il peut inverser la tendance. Enfin, là, vous ne comprendrez vraiment pas. Donc, bah, il a un peu le cul entre deux chaises. J'ai un peu peur pour lui qu'il continue à faire de la chasse-patate sur chaque étape de montagne. Donc ouais, voilà, c'est compliqué. Et je pense que voilà, psychologiquement, il a pris un gros coup sur le casque. On l'a vu vraiment bien marqué dans la montée. Ça avait l'air hyper dur. Et puis bah, il va quand même un coureur comme Lipovitz revenir très fort derrière lui. Hein. S'il y a 1 kilomètre de plus, je pense que l'Allemand il le passe. Donc voilà, je sais pas trop comment est-ce qu'il va continuer à courir, mais je serais limite même pas surpris qu'il se concentre sur bah, je vais peut-être finalement essayer de garder ma deuxième place. Ouais, ouais, ouais. Alors, plusieurs choses. Moi, je suis d'accord avec toi dans l'analyse. Pour moi, Tadej Pogacar, c'est il a fait enfin, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est conforme à ce que j'attendais. Je voyais bien. Alors, juste un petit mot, l'équipe UAE, elle a pas surperformé sur l'étape. Elle a été plus costaud que la Visma, mais c'est la Visma, je vais en reparler après, qui m'a beaucoup déçu sur cette étape. UAE, c'est un coureur qui a beaucoup performé pour moi par rapport à ce que j'en attendais. C'est Narvaez qui a très peu de références en haute montagne. Alors peut-être qu'il tiendra pas comme ça tout le tour, mais en tout cas aujourd'hui il m'a impressionné. Il était là, il restait 10 coureurs dans le groupe au sommet du Soulor et puis des borders, et lui il était toujours là. Enfin voilà, il fait sa plus grosse performance en montagne quand il le faut finalement, et c'était celui qu'il fallait parce que Almeida il est plus là. Adam Yates, on va pas se le cacher, cette année c'est quand même pas folichon. Hein. Il peut quasiment pas travailler quoi. Il s'écarte très vite. Et Narvaez par contre, bah voilà, il s'est sublimé, et en plus avec ce style de puncher qu'on avait déjà vu là sur. D'ailleurs c'est le seul qui bat Pogacar l'année dernière sur du punch sur le Giro il me semble. Et cette année on l'avait vu également lancer Pogacar dans la Cipressa et faire exploser tout le monde. Et ben voilà, c'est vraiment l'arme fatale de Tadej Pogacar parce que il a un peu le même punch que lui et donc il peut le lancer parfaitement. Et donc voilà, franchement, la UAE a fait l'étape parfaite, et Pogacar, voilà, moi que Pogacar mette 2 minutes 30 à Oscar Only ou Johansen sur cette étape, voilà, ou 3 minutes un peu plus de 3 minutes à Kevin Vauquelin, c'était à peu près ce que je me disais qui allait arriver. Quand on connaît le Pogacar de 2024, ce qu'il a fait sur le Tour de France l'année dernière, alors oui, c'est impressionnant, mais on le savait. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est bah voilà, la Visma Leasebike qui paraissait hyper offensive, qui a dilapidé beaucoup de force depuis le début de ce Tour de France, qui disait qui avait l'air plutôt sûre d'elle, en plus quand elle affirmait qu'il y avait un plan. On s'est demandé où était ce plan quand on a vu qu'il se passait rien sur l'étape du Massif Central, même si Simon Yates va la gagner. Et ben aujourd'hui, on a fait rouler très tôt. On a tenté de faire exploser la course avec Campenarts et avec Tish Benoît. Résultat, Matteo Jorgensen, qui devait être dans une seule journée, il a très vite explosé. Et il montre encore ses limites en haute montagne, alors que c'était lui. Hein, on avait parlé avant le Tour de France de refaire un Granon 2022 avec Jorgensen et Vingegaard. Bon, bien, on se rend bien compte que Matteo Jorgensen, c'est pas du niveau d'un Primoz Roglic pour faire douter Tadej Pogacar. Et puis, bah, Sepp Kuss, il a pas servi à grand chose. Il a fait quelques relais, voilà. Donc voilà, et puis Simon Yates, il a fait son travail, mais il n'y a aucun coureur de la Visma, ils ont été très forts, mais par rapport à l'armada en montagne qui était attendu, je les ai trouvés assez décevants, et j'ai trouvé Jonas Vingegaard décevant. On parlait d'un Jonas Vingegaard qui avait aussi son niveau par rapport au Dauphiné pour s'approcher de Tadej Pogacar. Bah moi je trouve pas du tout qu'il est... En tout cas, il a montré un excellent punch sur la première semaine, mais en montagne, là par contre, bah voilà,
au Dauphiné, il perd une minute, je crois, sur l'ascension du, comment ça s'appelle, la côte Bernardino. Il perd À Combloux, ouais. seulement une quinzaine de secondes le lendemain à Valmeinier. Et alors, pour moi, Jonas Vingegaard qui a haussé son niveau. Parce que Pogacar se Oui, relève. mais Ouais. même Sinon, avant qu'il se relève, il était à 30 secondes. Là, il perd Ouais, 2 ouais, ouais. minutes 10. Mm. Non, non, Jonas Vingegaard a été décevant. Et là où je dis qu'il était décevant, c'est que Jonas Vingegaard, il est censé être l'adversaire de Poggi et trois niveaux au-dessus de tout le monde. Et là, tu as Florian Lipovic, alors on va en reparler, qui est excellent cette année, mais qui finit seulement à une dizaine de secondes. Et puis même derrière, hein, Johansen, voilà, ils finissent quoi, à même pas une minute de Jonas Vingegaard, Johansen et Ouais, Only. 50 secondes. Voilà, 50 Ouais. secondes. Alors, c'est des très très bons coureurs qui, à mon avis, sont en train de se révéler depuis 2-3 semaines. Voilà. Mais c'est quand même pas des cadors. Effectivement, on ne sait pas s'ils dureront sur ce Tour de France. Mais voilà, Jonas Vingegaard, pour moi, m'a déçu sur son niveau physique aujourd'hui. J'espère qu'il saura redresser la barre. Mais à l'image de son équipe, moi, c'est plus Vingegaard qui me déçoit que Pogacar qui m'impressionne. Évidemment que c'est très très fort. Mais encore une fois, moi, il a fait ce que j'attendais de lui et au vu des démonstrations qu'il fait depuis 2 ans. Euh, ouais, c'est sûr. Puis en plus, quand tu regardes par exemple la différence entre Vingegaard et les autres sur le Tour de France de l'année dernière, euh, l'écart était monstrueux. Hein. Au plateau de Bay, il fait deuxième de l'étape, alors pour le coup à une minute de Pogacar, donc il prend quand même beaucoup moins de temps. Et Pogacar avait attaqué pourtant loin de l'arrivée, mais il met une 40 à Remco, qui est troisième. Donc ouais, si on regarde comme ça, on peut se dire que c'est Jonas qui a un petit peu peut-être baissé de niveau, ou en tout cas reculé, ou alors tous ses adversaires ont progressé et lui non. Mais voilà, après pour moi, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on a vu au Dauphiné. Après, voilà, le tour est encore long. C'était peut-être pas une journée de dingue pour tout le monde. Peut-être que la Visma a pas eu un très bon dîner hier et qu'ils étaient pas en forme. Non, non, je sais pas, j'essaie de trouver des trucs là, mais ouais, ouais. Je pense qu'on aura de nouvelles réponses demain, même si on a encore d'autres choses à dire sur l'étape Oh, d'aujourd'hui. ouais. Ouais, Moi, j'ai une dernière question avant qu'on passe un peu aux ouais. candidats au podium. Et voilà, est-ce que pour toi, ce soir, on avait fait notre émission là où le tour va se jouer. On n'avait pas cité forcément cette étape d'Otaka, mais est-ce que pour toi, ce soir, le tour est joué? Bah, euh, Sauf oui, incident, évidemment, il peut évidemment. toujours se passer des trucs, mais sauf incident, oui, parce que là, tu jettes un œil au général, il a 3,31 d'avance. Oui, et puis surtout, le Il a niveau physique 3,31 d'avance. est, ouais, c'est monumental. Et comment là, aujourd'hui, on peut se dire, ah ouais, je pense qu'il va reprendre 3,31 d'avance. Enfin, il va pas faire son retard comme ça, donc oui, pour moi, c'est là le Tour de France, il bascule. Je pense qu'après Pogacar, il y aura le chrono de demain, et puis après Pogacar, il va choisir les étapes où il voudra gagner, et je pense que c'est là où où il y aura à nouveau des différences, et après gérer finalement. Ouais, tout à fait. Bon, bah, il y a d'autres coureurs quand même qui ont existé et qu'on a réussi un peu à voir dans la montée, même si la caméra était souvent braquée sur Pogacar et Vingegaard. Il y a des valeureux guerriers, on va dire, qui, même s'ils sont Mhm. déjà relégués après de 5 minutes et voire plus au classement général, vont essayer de se jouer le podium. Et contrairement à l'an dernier où Remco avait vite assis sa patte, là, j'ai l'impression qu'on a un podium qui s'annonce assez ouvert, avec bah, un coureur qu'on n'avait pas trop vu hein, sur les 10 premiers jours de course, qui n'était pas dans son jardin, vraiment dans ses étapes punchy, mais là qui vient de nous faire une ascension, qui vient de confirmer son année, déjà son excellent Dauphiné, son excellent Paris-Nice autour du Pays Basque, c'est Florian Lipovic qui finit à seulement une grosse dizaine de secondes de Jonas Vingegaard. Lipovic, c'est impressionnant. Derrière, il y a du Tobias Johansen et Oscar Olny qui finalement sont pas si loin non plus, hein, qui sont à 35 secondes environ de Lipovic. C'est des coureurs que t'attendais à ce niveau? Est-ce qu'ils t'impressionnent? Voilà. Enfin, comment tu juges ça? Parce que moi, je t'avoue que Tobias Johansen quatrième et Oscar Rony cinquième cherchaient leur référence en haute montagne avant ce Tour de France. Il n'y en avait pas des masses, quoi. Donc, comment t'analyses cette course derrière des outsiders au podium? Ouais, Lipovic, ouais, j'en attendais beaucoup après son podium sur le Dauphiné. Et puis là, le début de saison qu'il avait fait, pour moi, c'était vraiment un candidat légitime au podium, même si
voilà, jusque-là, sur les grands tours, il y a juste cette Vuelta terminée à la 7e place l'année dernière. Donc, comment est-ce qu'il va évoluer après sur le reste de la course et en troisième semaine sur le Tour de France où il y a quand même un niveau monstrueux. On verra, mais en tout cas, je suis pas surpris de le voir. Par contre, là où je suis enfin, c'est vrai, la fin de son ascension est vraiment monstrueuse. Parce que jusque-là, il était dans le groupe où ils étaient longtemps 4-5, là, avec Roglic, Onley, Johansen. Euh, bon, là, ok, tu te dis, oui, bah, il est à sa place. Tu voyais qu'il roulait quand même pas mal, qu'il semblait un petit peu plus costaud. Puis en fait, à un moment, il s'est mis à tout envoyer. Donc il y a aussi, je pense, chez lui une façon de gérer ses montées qui est assez conservatrice et il devait bien se sentir pour pouvoir accélérer comme ça assez loin de l'arrivée. Il reprend un paquet de secondes à Vingegaard sur les 5 derniers kilomètres. Donc ouais, Lipovic, franchement, pour moi, c'est une belle confirmation des espoirs qu'on pouvait mettre sur lui après son début de saison. C'est le seul coureur de la Red Bull Bora qui arrive à avoir les deux roues alignées sur son vélo et puis qui fait des trucs corrects depuis le début de la saison. Donc ouais, il confirme. Et puis pour moi, je pensais déjà qu'il allait être meilleur que Roglic, mais du coup, là, clairement, la hiérarchie s'installe et j'ai un peu de mal, vu les difficultés qu'a eu Roglic aujourd'hui, à croire à une course à deux en équipe, blabla, pour aller faire podium. Je pense que ça va vraiment se jouer à la canne. Ouais, bah je suis d'accord avec toi, impressionnant Lipovic. Ouais, ça peut, on va en parler, mais en tout cas, ça va être un très gros candidat pour la troisième place. Après, j'ai vu déjà des gens dire attention à Lipovic attention Vingegaard, Lipovic c'est pas loin derrière. Il est quand même derrière Lipovic et puis surtout, je pense que Vingegaard s'est mis un peu dans le rouge à un moment pour essayer de lutter avec Pogacar. Je pense que Vingegaard, malgré tout, avec l'expérience qu'il a, voilà, il est quand même au-dessus, mais Florian Lipovic, il est Ouais, puis deux impressionnant. minutes. Hein. Oui, Il y a oui, encore oui, deux il y a deux minutes aussi. minutes, voilà. Donc, Donc on va pas, on va large. essayer on va voir ce qui va se passer dans les deux prochaines étapes. Mm. Mais par contre, Florian Lipovic, il fait un gros pas en avant pour le classement général. Il passe quatrième et Ouais. effectivement, il revient à même pas une minute de Remco Evenepoel. Alors Remco Evenepoel, l'année dernière, qui avait été un très très solide troisième, mais qui en dernière semaine était même quasi du niveau de Jonas Vingegaard, donc qui avait été vraiment impressionnant l'an dernier. Il met 10 minutes à Joe Almeida quatrième. Mm. Moi, j'ai eu l'impression de revenir sur la Vuelta 2023 à un moment, puisqu'on annonce dès le premier col Remco Evenepoel distancé. Effectivement, il est lâché très tôt, alors qu'il reste encore plus de 25 coureurs Ah dans le ouais, groupe ouais. maillot jaune. Moi, à ce moment-là, je pense que comme toi, je me suis dit, c'est foutu, Mm. c'est fini pour le général, et puis il va aller gagner 2 étapes d'ici la fin du tour. Oui, oui, bah c'est clair. Moi, je pensais qu'il allait péter. Enfin, oui, oui, je suis d'accord. Hein. Moi, je me suis dit, ok, c'est bon. Il finit entre 5 et 10 minutes à la fin de la journée. Et puis finalement, Ah il ouais, a géré son il a fait ascension un chrono. super bien. Il fait une grosse descente. Du coup, il revient dans la descente. Et puis après, rebelote de Otakam. Mais là, quand il se fait lâcher au début d'Otakam, on se dit pas la même chose. Parce que là, on se dit, ok, bah, il va refaire pareil, il va gérer, va se mettre en effort chrono. C'est ça qui lui correspond le mieux de toute façon. Donc finalement, c'était très intelligent de sa part de gérer comme ça. Et il finit l'étape devant Gall et Roglic. On n'aurait pas pu parier là-dessus quand il s'est fait lâcher au pied du Soulor. Et quand tu regardes aussi les écarts, finalement, il termine à 3,30 de Pogacar, à une 20 de Vingegaard. C'est à peu près les écarts qu'il avait l'année dernière sur les étapes de montagne. Donc je pense aussi que le niveau s'est resserré dans la course au podium et qu'un gars comme Johansen, il a progressé. Un gars comme Oscar Onley, moi franchement, il m'a impressionné parce qu'on l'a vu très très bon sur la première semaine avec ses qualités de puncher, on pouvait s'y attendre un petit peu. Mais là, être costaud comme ça en haute montagne, alors on verra ce que ça donne sur 3 semaines, mais enfin, clairement, c'est un gars, je sais pas, il a fait 30, 40 ou 50e du tour l'année dernière. Donc, le voir là, comme ça, si haut placé, et se dire, ah bah ok, en fait, ça se trouve, il va peut-être pouvoir jouer le podium. Alors, il a que 22 ans, donc forcément, entre 21 et 22 ans, tu progresses plus qu'entre 32 et 33. Mais hyper impressionnant. Et puis, bah, voilà, on reparlera de Kevin Vauquelin juste après. Mais en tout cas, je pense que Remco est pas forcément moins bon que l'année dernière, c'est juste que le niveau et la densité autour de cette
place de troisième est plus importante. Ouais, en tout cas, il a quand même mûri Remco Evenepoel parce que, enfin, je pense que beaucoup, alors personne n'y croyait hein, qu'il allait pouvoir rester dans le jeu. Il a super bien géré. Je pense qu'il a vite vu que ça allait monter très très vite. Et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont été un peu aussi rapidement hein, par le rythme des Visma Leaseback et qui l'ont payé sur la fin d'étape. Lui, bah, il a été plutôt malin finalement. Il a choisi de se mettre à son train. Il a vite vu que ça allait trop vite pour lui. Et même dans la dernière montée, hein, il gère encore une fois bien parce que ils sont 15 dans le groupe. Il se fait lâcher quasi le premier avec les 2-3 rescapés de l'échappée. Et puis finalement, il finit quoi 6-7ème juste avec Kevin Vauquelin. Donc ça reste décevant dans le sens où Remco, normalement, il est censé être pour moi un peu au-dessus de ça. Mais j'ai envie de dire que si c'était un jour de crise pour Remco Evenepoel, il a plutôt bien géré la crise. Est-ce que ça suffira pour finir sur le podium ? C'est clair qu'aujourd'hui, il paraît plus grand favori pour ce podium. C'est un des candidats pour ce podium, mais un coureur comme Lipovic, il pousse très très fort derrière. Il m'a l'air impressionnant. Toujours est-il que, voilà, en tout cas, il a super bien géré la crise et il reste dans le jeu pour le classement général. Finalement, il est qu'à une seule minute de Jonas Vingegaard à la fin de ce chrono. Hein, et il perd quoi 1 minute 20 il perd 1 minute 20 à l'arrivée sur Vingegaard. Qui aurait dit ça quand Evenepoel était lâché à 50 km de l'arrivée. Donc je trouve que voilà, l'étape est plutôt bien gérée. À voir si c'était un premier signe que dans tous les cas, même s'il gère, bah, il va finir par céder. Un peu, tu vois, à la Cadel Evans des années 2000, où finalement, s'il a eu une mauvaise journée parce que c'était premier col, première chaleur, et finalement qu'il va réussir à se remettre. Toujours est-il que voilà, moi j'ai l'impression il y a ces deux coureurs là, Lipovic et puis Remco qui se détachent un petit peu pour la lutte au podium parce que derrière bah, effectivement des Johansen, des Only, on va déjà voir s'ils arrivent à faire un Tour de France à ce niveau-là et finir dans le top 6, top 7, bah ce serait déjà une grande satisfaction pour eux parce qu'ils n'ont jamais fait de performance en grand tour et même Oscar Only en montagne, on l'avait déjà vu sur des vallons, sur de la moyenne montagne être plutôt pas mal, mais à un niveau en montagne, on l'avait entreaperçu sur le Tour de Suisse, mais c'était pas des grands cols. Moi, donc je pensais qu'il allait péter aujourd'hui. Ouais, clairement. Bah après, il faudra voir. On fera un point, je pense. Après, on est qu'à 1500 mètres d'altitude aussi. Voilà. Hein. On n'est pas encore à 2000. On fera un et point. moi, je m'attendais à ce que Del Soulor, trop long, trop dur, un peu comme Benilly, quoi. Ouais. Bah Benilly, il avait fait beaucoup d'efforts en première semaine, donc on a vu vite la réponse. Mais je doute pas qu'on le reverra, l'Irlandais, pour aller à la chasse aux étapes en troisième semaine. Il y a des déceptions aujourd'hui et je pense que la principale déception du jour pour moi c'est Primoz Roglic qui a montré définitivement, même si on ne doutait plus il regagnerait jamais il gagnerait finalement jamais le Tour de France, mais qu'également aller chercher un podium sur ce Tour, on pouvait espérer. Il semble plus du tout dans le jeu et encore une fois, moi je pensais qu'il gérait bien son ascension et puis finalement il a complètement explosé dans les 3 derniers kilomètres. Ouais, on a toujours du mal à savoir avec Roglic qui tourne toujours très vite les jambes là, s'il est parce que quand il dominait, il faisait ça aussi quoi. Donc on est un peu biaisé par ces souvenirs là. Mais non, Roglic, voilà, on savait très bien de toute façon qu'il serait pas au niveau pour gagner le Tour. On pouvait légitimement penser qu'un podium était jouable. Ça semble un peu compliqué. Après, il a l'expérience, il y a les 3 semaines. C'est quand même beaucoup face à lui là des coureurs plus jeunes qui ont moins l'habitude. Donc ça peut peut-être être son avantage, mais ouais, ça semble compliqué pour Roglic. On voit qu'il est quand même en train de décliner tout doucement. On verra jusqu'à quel âge il tient encore un niveau. Comme ça, parce que son niveau est quand même très bon, mais voilà, pour aller jouer le podium du Tour, ça me semble compliqué, oui. Tout à fait. Bon, écoute, c'est clair que l'étape nous a un peu tous mis KO, voilà, nous a ramené à la réalité, je trouve, mais on a quand même des motifs de satisfaction, notamment dans le comportement de nos Français. Alors, on se doutait bien hein, sur ce Tour de France que voilà, on n'allait pas gagner le Tour de France ni briller au classement général, mais voilà,
Moi, j'avoue, je vais te le dire, je pensais que Kevin Vauquelin allait craquer. J'ai jamais vu vraiment faire de performance en haute montagne. Kevin Vauquelin, je me suis dit, voilà, il a fait 11 premiers jours, il a tout donné. Il a fait 11 premiers jours de course magnifiques sur ses qualités de puncher, on va dire, et puis de routier. On avait déjà vu des signes inquiétants dans le Massif central. Et puis finalement, pas du tout. Kevin Vauquelin finit sixième de l'étape. Il finit quoi à une minute, bah, dans les temps de Remco Evenepoel, à 1 minute et 20 secondes et 25 secondes de Jonas Vingegaard, donc de la deuxième place. Incroyable Kevin Vauquelin, franchement. Et moi, il m'a bluffé. Et surtout, incroyable gestion de son étape parce qu'on l'a souvent vu en queue de groupe en difficulté. À un moment, il lâche dans le Soulor, il revient, et puis ensuite il relâche dans les borders, il revient, et puis là il est vite, il lâche, il revient, il lâche, il revient. À un moment, il se fait reprendre, rattrapé par Remco Evenepoel. Tu te dis bon bah là il va finir loin, et puis finalement il revient avec Remco, il lui met de longueur sur la ligne. Franchement. Incroyable Kevin Vauquelin, moi il m'a donné les frissons et c'est vraiment mon coup de cœur de ce Tour de France pour l'instant. Ce gars a un mental de fou. Franchement, pour arriver à chaque fois à être un peu lâché, à revenir, à lâcher, à revenir. À un moment, c'est à peu près à mi-pente d'Otakam, là. Ah, il venait de rejoindre les 5 devant, et puis après, hop, tout de suite, il reprend un éclat. Je me dis, waouh, le con, il s'est mis dans le rouge pour revenir, du coup, il saute. Et en fait, après, il arrive à se remobiliser pour repartir devant. Et c'est un coureur qui devient très attachant. Et puis en plus, enfin, il y a ouais, cette façon de courir, de rien lâcher, de toujours se battre. Et tu vois sur le vélo, enfin le faciès, tous les coureurs se donnent à fond, mais tu vois que lui, sur le faciès, dans sa posture, voilà, ça dandine des épaules, ça y va, ça fait la grimace. Et du coup, bah ouais, c'est sûr, forcément, ça renvoie un peu plus de trucs sympathiques qu'un coureur qui ouvre à peine la bouche. Donc ouais, ça fait plaisir. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là sur des cols aussi longs. On sait que c'est pas forcément, malgré le fait que ce soit un très bon coureur contre la montre, c'est pas forcément des efforts qu'il apprécie, hein. Il est bien plus puncher. Mais voilà, alors après, à voir si ça va tenir longtemps comme ça. J'ai quand même toujours quelques doutes. Mais en tout cas, il fait plaisir à voir courir et c'est une belle satisfaction française parce que mine de rien, il y en a pas tant que ça depuis le début du tour et pour le coup c'est cool. Et bon, on a eu une autre belle course d'un Français aujourd'hui que moi j'ai trouvé Ah ouais, absolument incroyable. monstrueux. Ah, monstrueux Ouais, Bruno ouais. Ramirail qui nous a fait un Ah, Bruno numéro, Ramirail, qui a ouais. lâché tous les grimpeurs. Il y a quand même, il y avait tout ce qui se fait de mieux en Il y avait, baroudeur en il y avait montagne, du, hein. il y avait du palmarès devant, hein, Ah ouais, il y avait du et Storer, du Buitrago, du ouais. Schialmoz, du Einer Rubio. Enfin voilà, tous des mecs qui sont capables de finir dans le top 10 d'un grand tour. Bah, il les a tous mis à À l'amende. domicile, Ça à montre domicile, il aussi connaissait bien les finalement, routes. ouais, c'est ça. Ça montre aussi finalement que le Tour de France est tellement dur que finalement, je pense que Bruno Amirail, sur ses qualités intrinsèques, c'est un moins bon grimpeur que tous ces gars-là. Mais après 10 jours de même une moitié de Tour de France, il y a tellement de coureurs qui sont déjà dans le rouge que bah voilà, en fait, les niveaux, les niveaux sont différents. Et un coureur qui est plus frais comme Bruno Amirail, qui a plus de caisses, qui sait malgré tout grimper, et ben je pense qu'il voilà, Puis il il encane, peut hein. faire. Voilà, il fait très Vu, très mal vu le chrono qu'il à a des fait, grimpeurs. vu Ah le ouais, ouais, chrono c'est qu'il a clair. fait au début de tour, on a vu qu'il était bien en canne. Donc Donc, après, il peut se permettre aussi de cibler, lui. Mm. ouais, ouais. Après, le problème d'un Bruno Armira, il sera toujours pareil. C'est où est-ce qu'il peut aller gagner en haute montagne, puisque je pense que les étapes de haute montagne vont être un petit peu ciblées par Tadej Pogacar. À voir. Et puis même, tu vois, maintenant, je me dis, Visma, c'est foutu pour gagner le Tour. Donc, je serais pas étonné, tu vois, que Simon Yates reparte à en échapper sur plusieurs étapes de montagne pour essayer d'aller en gagner, ou des Sepkus, ou même des Jorgensen. Donc, voilà. En tout cas, il nous a bien fait rêver, il nous a bien fait kiffer, j'ai envie de dire. Donc, et puis même, tu vois, quand je regarde le classement général, Jordan Jegat, qui est toujours assez impressionnant, moi que j'attendais pas du tout à ce niveau-là sur le Tour de France, qui fait encore une étape assez correcte, Ouais, même assez bonne, hein. Il est 13e du il fait classement top 20. général. Mm. Donc beau Guillaume Martin, il nous fait l'habituel Guillaume Martin, voilà, enfin il est top 15. Mais Jordan, je l'attendais pour faire top 15, donc ça m'impressionne un peu moins, mais Jegat, ouais,
c'est impressionnant. Et puis, franchement, tu vois également que l'équipe Arkea BNB, elle est en train de se défoncer à mort pour essayer de retrouver un repreneur parce ils sont 3 dans les 12 aujourd'hui, hein. C'est l'équipe avec si je dis pas de bêtises, avec le plus de coureurs dans le top 10. Donc ouais, ils sont fait une super étape de l'équipe française. Et moi, ils m'ont fait beaucoup, beaucoup plaisir. Donc voilà, les Français, ça, tu y crois à une victoire d'étape, toi, d'ici la fin du Tour de France? Bah, disons que va falloir bien viser, quoi. 99, hein, la dernière fois, 99. Ouais, Qu'on n'a pas eu de victoire 99, ouais, d'étape, ouais. donc Et puis comme l'année dernière, ils ont gagné à la première et deuxième étape, c'est le deuxième plus long moment où il n'y a pas de victoire d'étape. Là, je crois que ça fait, bah voilà, ça fait peut-être là maintenant 30, pas loin de 30 étapes qu'il n'y a pas eu de victoire française et c'est le deuxième plus long moment sans victoire. Bah ça va être méga chaud, hein, de toute façon. Je pense que ça pourra se faire forcément via une échappée sur une échappée de montagne. Je pense quand même que ça va être très compliqué. Ou alors il y a des coureurs français qui étaient pas bien là depuis le début et puis qui vraiment en gardent pour pourquoi pas sur une étape où les échappés auront des libertés, voilà, prendre leur chance. Ou après, bah voilà, dans des étapes de fin de tour, un peu de transition, il y a celle de Pontarlier qui arrive juste à la fin, ou voilà, pourquoi pas. Mais ouais. ça va être, ouais, ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple. Puis, tu vois, bah, alors Lenny Martinez est toujours maillot au poids. Il est à égalité de points Ouais, avec mais Tadej on va pas le Pogacar, garder mais longtemps son maillot. ouais, c'est inquiétant, hein, quand même. Je me demande comment tu fais pour lutter avec toute l'année, battre des costauds à la pédale, lutter avec un Joe Et Almeida, et puis il est cramé, je pense, hein. c'est fou, hein. Je comprends pas. Et moi, j'explique pas, j'arrive pas à comprendre ce début de tour. Puis après, il va faire des échappées, ou alors qu'il y aurait pu y avoir une stratégie de se dire, allez, je mets tout sur telle ou telle étape. Euh, Là, aujourd'hui, il lâche hyper tôt. Il lâche hyper tôt. Enfin, ouais, non, c'est dur à comprendre. Alors, ouais, soit le mois de juillet, c'est pas encore son truc, soit il en a trop fait sur le début d'année, il est arrivé peut-être un petit peu trop fatigué. C'est vrai qu'il a beaucoup couru, hein, depuis le début de la saison, et puis il s'est vraiment employé à fond dès le début. Ouais, mais là, c'est pas le Tour de France de l'année dernière non plus, mais c'est quand même pas beaucoup plus fameux. Il est allé chercher ce maillot à Ah poids. non, non, c'est pas ouf. Après, bon, Ouais. c'est toujours Lenny Martinez, donc je me dis que sur une journée, ça peut revenir, mais c'est Après, clair son que début, son début de Dauphiné était pas ouf du tout, hein. non, Même non, mais il Qatar, a su et puis rebondir sur la il dernière gagne à la étape. fin. Donc On on va espérer. verra. Peut-être Mais que la limite, j'en semaine suis à me prochaine, dire il va nous que, surprendre. moi pour les Français, j'en suis à espérer sur un coureur comme ça, à me dire que sur une journée, il peut avoir un niveau de fou et sur une échappée, sur le Ventoux, ou je sais pas où, il pourrait se passer quelque chose. Mais sinon, pour les Français, c'est vrai que là, d'imaginer. Bah, Vauclin est très fort, mais maintenant il est coincé. Enfin, coincé, on est très content qu'il Non, fasse un ouais. général, mais il n'ira pas gagner d'étape. Et puis même, voilà, moi il me reste l'étape de Carcassonne ce dimanche où on va Ouais, parler, ouais. voilà, où je me dis qu'il peut y avoir une opportunité, mais sinon franchement ça va être très très compliqué. Écoute, je pense qu'on a un peu fait le bilan sur cette grosse journée du Tour de France, journée décisive pour le classement général, et on va se pencher sur les 3 prochaines étapes jusqu'à dimanche. Alors on va pas passer beaucoup de temps sur le chrono de demain, je pense. Donc c'est un chrono de 11 km, il y a 1 km de plat, et puis ensuite on grimpe un col qui est très connu du Tour de France, qui est le col de Perreux-Sourde. Et puis, petite particularité, on arrive à l'altiport de Péragude, où Romain Bardet avait gagné en 2017, et la dernière arrivée, c'était 2022, il me semble, voilà, entre Pogacar qui avait gagné devant Vingegaard. Bon, un chrono, finalement, qui devrait pas être différent de ce qu'on a vu aujourd'hui, étant donné qu'ils sont quasi tous arrivés les uns après les autres. Je pense que la hiérarchie qu'on a eue aujourd'hui devrait être celle de demain au chrono, avec Tadej Pogacar qui devrait s'imposer devant Vingegaard, et peut-être Florian Ipowicz. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ouais, moi je suis d'accord. Ça devrait être respecté, vu un peu la course de côte qu'on a eue aujourd'hui entre les favoris. Ouais, pas grand-chose à dire de plus, hein. Ça va surtout être une belle bagarre pour ceux qui jouent un top 10 au général, ou avoir un top 20. On parlait de Jordan Jegat ou Guillaume Martin, c'est des coureurs qui vont faire le chrono à fond.
Mais après, derrière, tous les équipiers en montagne vont le faire un peu en dedans pour pas trop se cramer. Surtout que, bah voilà, il y a une belle étape de montagne qui arrive le lendemain, donc il faudra aussi compter ses forces. Donc finalement, bah voilà, faut regarder. T'as les 15 derniers coureurs à partir qui vont vraiment tout mettre dedans. Moi, après, je trouve ça intéressant qu'ils proposent cet exercice là aussi. Même si pour le coup, bah là, Pogacar, à mon avis, devrait augmenter son avance au classement général. Ouais, c'est ça. Une journée qui va être intéressante, c'est celle de samedi. Alors, on est sur la deuxième étape avec le plus de dénivelé du Tour de France, puisqu'on sera pas loin des 5000 mètres de dénivelé positif. Bon, le programme est très, très copieux. On a quand même une Ouais, première partie d'étape qui est plane, mais ensuite derrière, bah, il y aura plus de place. C'est un classique hein, du Tour de France, ce pot Luchon. On a tout d'abord le Tourmalet côté Barège. C'est pas le côté le plus compliqué, mais ça reste le Tourmalet hors catégorie de 19 bornes à plus de 7%. On replonge tout de suite sur Sainte-Marie de Campan avant de faire le col d'Aspin. Pareil, pas par son côté le plus compliqué. Ça reste en deuxième catégorie, mais en tout cas, il y aura très peu de vallées et les kilomètres de vallée, j'ai l'impression que c'est plus du faux plat montant à 3% qui va bien user qu'autre ouais, chose. Et pareil, il c'est y a la une. caractéristique des Pyrénées, ça, surtout Voilà, là, dans cet enchaînement-là, c'est voilà. qu'il n'y a pas de vallée. Ouais. Et puis ensuite, on enchaîne avec Peyresourde. Pareil, il y a 10 kilomètres de faux plat montant, Peyresourde. Et puis en première catégorie, on redescend et l'ascension de Super Bannière qui est un peu équivalente, on va dire, en termes de pourcentage à celle d'Otakam aujourd'hui, 12 km 5 à 7,5%. Là, pour le coup, si vraiment Lenny Martinez retrouve des jambes et veut jouer le maillot à poids, il faut être devant sur cette étape et il faut passer tous les cols en tête. Et c'est idem d'ailleurs hein. Pour tous les coureurs qui veulent le maillot à poids et si on veut espérer que Tadej Pogacar ne remporte pas ce maillot à poids, il va falloir que l'échappée puisse prendre du champ et ouais et voilà et se disputer au moins les trois premiers grimpeurs parce que sinon ce maillot à poids à la fin de cette deuxième semaine il intéressera déjà plus personne, il sera déjà dans la besace de Tadej Pogacar. Moi, voilà, je me dis que c'est la seule étape où je vois potentiellement une chance pour une grande échappée grimpeur d'aller se jouer la victoire. Sauf si voilà, la Visma n'a pas encore abandonné et sort les grandes manœuvres et accélère dès le col du Tourmalet. Moi, je pense que Vingegaard va encore se prendre une petite rouste demain et que du coup, voilà, le tour sera joué et je suis même plus sûr qu'on sorte les grandes manœuvres et que du coup, je vois plutôt une échappée avec des Visma dedans, avec pas mal de bons coureurs. Je sais pas comment tu vois cette étape, toi. Est-ce que tu vois ou alors UAE va vouloir assommer le tour, mais je pense que si Pogacar assomme le tour comme il l'a fait aujourd'hui et qu'il continue à l'assommer demain, il laissera un bon de sortie aux audacieux. C'est comme ça que je vois le truc. Donc après, si les favoris la jouent, c'est vraiment parce que Visma a pas abandonné et sort comme ce qu'ils avaient fait l'année dernière sur l'étape du plateau de Bay. Mais ouais, je sais pas comment tu vois cette étape, toi. Ouais, je te rejoins sur tes prédictions. Pogacar devrait gagner demain, selon voilà, en toute logique. Et on n'est pas sur une arrivée prestigieuse. Enfin, si ça avait été genre le Ventoux demain, oui, là, Pogacar aurait voulu gagner parce que il peut aussi gagner dans les autres mythiques. Si ça avait été un endroit où Vingegaard l'avait battu il y a 2 ou 3 ans, oui, c'est pareil, il aurait voulu, comme aujourd'hui, remettre les points sur les i et montrer qui c'est le patron. Là, l'arrivée à Luchon Super Bannière, on va pas dire qu'il s'en fout, mais presque. Donc effectivement, là, je pense qu'il y aura. En tout cas, voilà, c'est une des possibilités où l'échappée pourra se jouer la gagne. Bon, la stratégie de Visma, alors moi je veux bien, mais je sais pas trop comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Là, quand on a vu Bah, ce Bah moi qu'ils j'ai ont envie de fait dire, aujourd'hui, je suis Vingegaard, je fais attaquer très fort mon équipe dans le Tourmalet et j'essaye d'user au ouais, mais maximum bon, ça va Pogacar et d'y servir aller à quoi? moi-même. Hein. Bah en fait ça Ils sert à sont rien plus de. assez près au général. Bah moi, oui non mais non mais ce que je dis c'est que il faut envoyer du Visma devant dans l'échappée qui prennent assez d'avance par exemple des Simon Yates et Jorgensen qui sont encore une fois tout va dépendre de l'écart que AE laisse avec l'échappée mais le seul plan possible c'est Simon Yates et Jorgensen ou Kuss et Jorgensen enfin bref au moins un ou deux coureurs Visma qui partent dans l'échappée
et qui essayent de faire un petit peu comme ils avaient fait le plus souvent avec des Wout, Van Aert, etc., qui essayent de passer de résister sur le Tourmalet pour passer avec les meilleurs, et Vingegaard qui attaque dans le Tourmalet pour essayer de lâcher Pogacar. Enfin, de toute façon, c'est la seule solution que je vois. C'est de lancer la course de très loin. Si t'as la Visma qui espère faire craquer Tadej Pogacar en faisant comme l'étape du port du plateau de Bay les dernières, de faire un gros train toute la journée, et voilà, et Pogacar il va les contrer. Ça marche Donc pas. le seul plan sur cette étape qui me paraît viable, c'est une attaque d'envergure de Jonas Vingegaard dès le Tourmalet pour retomber à minima sur un coéquipier, et que derrière ça se joue en one-to-one avec Tadej Pogacar. Après ça marchera sûrement pas vu la force du Slovène, mais si tu veux gagner le Tour sur cette étape, c'est le seul scénario qui me paraît viable, donc c'est ce que je ferai. Mais encore une fois, est-ce qu'ils auront les jambes pour le faire? Ça, c'est autre chose. Et puis, imaginons que Vingegaard, finalement, demain, il soit dans le même temps que Lipovic dans le contre-la-montre. Je pense qu'il va commencer un peu à regarder derrière lui aussi, donc pas sûr qu'il tente ça. Donc, en tout cas, c'est vraiment le seul espoir que j'ai pour que cette étape soit grandiose. Mais encore une fois, voilà, et tu peux tenter si t'as pas les jambes. C'est la seule stratégie et la seule tactique. Non, mais c'est sûr qu'après, si t'as pas les cannes, t'as pas les cannes. Et moi, j'ai un peu peur que la différence de niveau, elle est telle que. Mais bon, ce serait tout à l'heure honneur d'essayer. Et ouais, après, tu parlais de la bataille pour le maillot à pois. Moi, en fait, cette quête du maillot à pois, je la trouve de plus en plus décevante et de moins en moins intéressante. Perso, hein, ça n'engage que moi, ça, mais. Bah, c'est toujours pareil, quoi. T'es là, en fait, c'est des. Bah, finalement, Pogacar, il le joue pas, le maillot à pois, il s'en fout de ça, mais c'est lui qui se retrouve en tête. Et, et en fait, la densité est telle derrière que t'as plus des coureurs capables de, à chaque fois, aller dans toutes les échappées, quasiment être en tête de tous les cols. Et ça devient très, très compliqué pour le garder, ce maillot à pois, et pour quand on fait vraiment un objectif, en fait, tu te le fais sucrer par les leaders au général. Donc, il y a peut-être des choses à repenser à ce niveau-là pour que pour que ce classement de meilleurs grimpeurs soit un petit peu plus intéressant, parce que là, moi, je trouve qu'en fait, si Martinez, il s'est donné ça comme objectif dans le Massif central, surtout en voyant qu'il était loin au général. Mais après, tu as un peu l'impression que les coureurs, ah bah tiens, je suis devant, allez, je vais faire les points, pourquoi pas, mais c'est vite compliqué. Donc je sais pas, voilà, je sais pas vraiment, ça fera peut-être l'objet d'un contre-attaque d'ailleurs, ça, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer ce classement du meilleur grimpeur. En tout cas, moi, je trouve que c'est une course à laquelle on s'intéresse. Enfin, moi, je m'intéresse de moins en moins. Ça me fait de moins en moins vibrer, en tout cas. Oui, bah c'est un peu tous les maillots distinctifs du Tour quand même. Hein, je trouve, le maillot vert, on va peut-être bientôt se poser la question aussi. Non, mais c'est clair. Écoute, on va clôturer l'émission, parce que je pense qu'on refera un Fringa Live ce dimanche, donc on va clôturer l'émission avec quand même l'étape de dimanche. Là, on a une belle étape pour les baroudeurs, hein, puisque je pense qu'on est assez d'accord. Les sprinters passeront pas. On a un début d'étape avec des petites côtes, donc on va dire vallonnées. À mon avis, c'est une étape où, encore une fois, ça va mettre beaucoup de temps à sortir. Les coureurs seront épuisés. Ils auront tous envie d'aller jouer cette étape et d'aller jouer quelque chose avant le lendemain, c'est repos. Donc ça va mettre beaucoup de temps à sortir, parce que peut-être que personne n'aura les cannes pour faire des grosses différences. Donc voilà, il y a les 70 premiers kilomètres qui sont avec des petits vallons, mais rien de définitif. Le sprint intermédiaire, pour info, sera au haut d'une petite bosse de 2,5 km à 3 bornes. Donc à voir si des coureurs comme Mathieu Van Der Poel veulent faire exploser la course pour aller, comme il a fait aujourd'hui, faire les points du sprint intermédiaire. Ça, on verra bien. Il y a ensuite, on enchaîne la côte de Saint-Féréol, là, qui est assez connue, que le Tour de France a emprunté plusieurs fois quand le Tour arrivait à Revel. En milieu d'étape, on a cette côte de Sorèze, qui est un bon troisième catégorie quand même, hein, avec 6 bornes à près de 6%. Donc voilà, et puis au-dessus, il y a un petit faux plat de 3 bornes, ça ne s'arrête pas. Et puis l'étape devrait se jouer une partie de l'étape se jouera dans le pas du sang. Là, on est vraiment dans une montée très très compliquée, hein. 3 km à 9%. Je pense que là, le groupe d'échappés qui se sera formé va complètement exploser. Surtout que derrière, ça monte encore pendant 15 bornes.
il y a quoi? Ouais, allez, 10 bornes. 10 bornes, mais quand même à 4%. Donc on n'est pas sur des pentes infâmes, mais après être passé sur 3 bornes à 9%, bah, je pense qu'il y en a qui vont faire une grosse marche arrière sur ce faux plat. Et puis la fin de l'étape en descente. Donc c'est pour ça vraiment que tout se jouera dans le pas du sang et dans les 10 kilomètres de faux plat montants qui suivront. Une belle étape pour Baroudeur, assez indécise, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de profils. Il faudra savoir quand même bien grimper, mais il faudra surtout être un coureur encore frais et costaud à ce stade de la course. Tu vois, un Jonas Abrahamsen n'est pas forcément battu, même sur une étape comme ça. Ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, l'équation, elle est assez simple, hein. Les gars qui sont ni purs grimpeurs, ni purs sprinteurs, parce que vraisemblablement l'étape de Valence devrait arriver au sprint, même s'il y a quelques petites difficultés. Bah, il reste l'étape de Carcassonne et l'étape de Pontarlier, où là, il devrait y avoir une grosse baston avec une grosse échappée et arriver à prendre la fuga de la fuga, comme dirait notre ami de la Movistar. Donc oui, il va y avoir une baston de dingue dès le début de l'étape. Pour pouvoir prédire le vainqueur, il faudra quand même bien regarder ceux qui ont fait Gruppetto aujourd'hui et qui feront Gruppetto dimanche. Non, samedi, pardon. Parce que ça veut dire que les gars, ils vont... forcément, il y a beaucoup plus de coureurs qui vont cibler l'étape de Carcassonne que celle de Luchon, super bannière. Donc ouais, il va y avoir beaucoup de prétendants. Et comme d'hab, après, ça va être une étape un peu de folie. Je vois bien un groupe d'une vingtaine de coureurs, et puis après se faire la guerre dans le final. Ça se prête aussi à un beau raid solitaire à un moment. Pourquoi pas un gars hyper costaud qui part justement dans le pas du sang à 50-60 bornes de l'arrivée. On a déjà vu un petit peu des scénarios comme ça, mais en tout cas, ça devrait être une belle étape animée, comme on peut le voir sur les grands tours et en début de troisième semaine. Ouais. T'as un prono pour cette étape? Ah, c'est dur le prono là. Si t'as un petit nom qui un qui te petit fait un nom, un peu petit nom, rêver un sur petit une nom. étape comme ça. Attends, on va regarder qui était dans le groupe Eto aujourd'hui. Moi, j'en ai Voilà, un. déjà. C'est pas un mec qui Ouais, était dans bah le groupe vas-y, Eto, mais vas-y, Victor balance. Campenarts. Euh, Un peu Tu comme penses que l'étape du coup, qu'il a gagnée l'an il y aura dernier. les libertés qu'il Oh faut? bah maintenant ils vont tous partir à l'avant Ouais. les Visma. Moi je pense que tu vois si je dois miser, je dirais demain Pogacar, je dirais samedi un Simon Yates s'en échapper et puis dimanche pourquoi pas un Victor Campenard s'en échapper. Ouais, carrément le doublé de la Visma. Ouais, mais tu vois, Simon Yates, quand il est dans cette position un peu de chasseur d'étape, on l'a vu en 2019, bah, il est quand même très fort. L'année dernière, il était pas loin de taper Carapace aussi sur une étape. Et puis Campenarts, Ouais. il est quand même très fort depuis le début de ce tour. Ouais. Ou, tu vois, des coureurs comme Ivan Romeo également, ça peut bien leur aller, mais voilà. En fait, j'ai peur Moi, qu'un... je pense que celle-là, elle est pour Queen Simons. Ah, enfin. Est-ce qu'il a pas trop donné? Ouais, mais il cible. Ouais, Et c'est puisque vrai. tu regardes C'est vrai. les étapes où il est pas devant, il fait tranquille, hein. Là aujourd'hui, il a pas. Voilà, il a monté à sa main. Il était dans le premier gros groupe qui arrive à plus d'une demi-heure. Et il est quand même très costaud. Moi, j'ai trouvé costaud. Donc, Et attends. voilà, je dis pas ça parce qu'il est dans mon équipe Cycling Fantasy, mais un peu quand même. Et Benini, parce que Benini, maintenant, je pense qu'il va se mettre au repos sur les deux prochaines étapes. Enfin, au repos. Ouais. Est-ce que Relatif. ça arrive un peu tôt? Je sais J'ai pas. vaguement pensé, mais est-ce que c'est pas un... Bon, remarque, après, ça reste Benini, hein. Enfin, voilà, tu vois, mais pour moi, en fait, c'est typiquement les profils où je pense qu'il y a des mecs qui seront potentiellement plus forts dans la bosse, mais derrière, un pur grimpeur, il tiendra pas derrière dans le final Mm, versus à des coureurs mm. un peu polyvalents comme ça. Donc, moi, c'est voilà, des Campenarts, Benini, comme tu as dit, des Queen Simons, finalement, ces mecs qu'on voit beaucoup depuis depuis le début du Ouais, Tour de ouais. France, que je vois bien à l'attaque sur cette étape. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Yes, bah écoute, Je te ouais, je suis propose d'accord. de conclure là-dessus. On va tout doucement chacun se remettre de ses émotions et se remettre dans l'étape de main, aller chercher ce qu'on peut chercher. Il y a encore du suspense forcément pour le podium. Ça n'a rien n'est fait. On va voir ce que va nous proposer Kevin Vauclin sur les 2-3 prochaines étapes. Et puis qu'on se retrouve dimanche pour faire le point avant la troisième semaine. Ça te va?
Eh ben ça me va, ça me va. Bonne continuation de Tour de France à tout le monde. Tout à fait. Pour rappel, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous fait super plaisir. À la commenter, partagez-nous vos ressentis, comment vous avez vécu cette étape, qui va remporter les prochaines étapes. Est-ce que pour vous, le Tour de France est définitivement joué? Et puis voilà, n'hésitez pas également à partager notre contenu, à vous abonner, comme je vous l'ai dit. On se retrouve, je pense, dimanche soir pour un nouveau Fringa Live. Et d'ici là, bah, évidemment, comme tous les coureurs, pensez à vous alimenter car la fringale guette. Ciao, ciao! Salut tout le monde, ciao ciao.